Tout plaquer, partir sur une île déserte ou dans un chalet en Norvège avec 5 comics. Avoir le temps et le plaisir de relire 5 comics. 5 comics marquants qu'on a envie de vous faire lire. Voilà notre mission pour ce 6e épisode de Corpstock, le podcast comics de Marvel Planet. À mes côtés, il y a Aurélien, Monsieur Pandarouf, et une petite nouvelle, à savoir Capucine, Madame RTL Super. Bonsoir. Salut à vous deux. Vous êtes prêts ? Oui. Qui commence ? Eh ben, je veux bien y aller. Ouais. Voilà. Alors, j'ai essayé de choisir des comics qui feraient du bien à lire sur une île déserte, parce que si on est sur une île déserte, on n'a pas envie de lire Uncanny X-Force de Rick Remender, parce que même si c'est vachement bien Uncanny X-Force de Rick Remender, on a envie de se couper les veines après. Donc, du coup, je suis allé sur des trucs plutôt, pas forcément légers, quoi, mais en tout cas un peu plus joyeux. Le premier, c'est mon coup de cœur un peu permanent que je conseille depuis le premier numéro, c'est Miss Marvel, donc les aventures de Kamala Khan. Oui. J'adore depuis le numéro 1, j'adore toujours depuis là, on a dépassé l'équivalent du numéro 50. Ouais, on en est au tome 7 ou 8, je crois. Quelque chose comme ça, ouais, même moi j'ai un peu perdu le fil, alors que c'est moi qui signe les éditos, je suis un peu à l'ouest. Ouais, non, c'est vraiment toujours super. C'est toujours Willow Wilson à l'écriture, c'est une série qui a été primée à Angoulême, alors en plus on peut se la péter tout seul sur son île déserte. Et c'est toujours ouais, super, le casting est bien géré, l'histoire est agréable, on prend plaisir, c'est de la lecture super héroïque, à la fois pas prise de tête, qui reflète le monde dans lequel on vit, qui avec des robots géants méchants, c'est super. Oui, il y avait un truc que j'avais bien aimé, notamment l'implication de Civil War 2. En fait, les events, c'est toujours assez relou dans les séries annexes, et donc ça te donne des tie-ins. Et là, pour Civil War 2, finalement, ça faisait ça faisait avancer l'histoire propre de Kamala. Ça restait bien dans le New Jersey, et en plus de ça, ça la faisait évoluer, et elle était du coup moins fan de Captain Marvel. Donc pour le coup, J. Willow Wilson, elle est vraiment très très douée pour ça. Bah, je trouve qu'elle s'était déjà réussi dans les épisodes qui étaient en lien avec Secret Wars, où on avait aussi cette problématique d'avoir un gros event où c'était la fin du monde, etc. Et où du coup, on avait un peu peur que ça parasite l'intrigue. Et en fait, c'était l'occasion justement pour Kamala de rencontrer Captain Marvel enfin, de se dire, de faire un point sur sa vie, parce que la fin du monde approche, donc c'était l'occasion pour elle de faire ça. Et en fait, du coup, Willow Wilson, dans cet exercice qui est difficile d'intégrer une espèce de la grosse trame de l'univers Marvel au sein de sa série, je la trouve vraiment douée, et c'est vrai que c'est des très bons épisodes aussi, ceux de Civil War 2. Elle signe quoi, à part Miss Marvel ? Alors, actuellement, elle signe Miss Marvel, Ouais. et chez la distinguée concurrence, elle va bientôt écrire Wonder Woman. Ah, charmé. Ouais, tout à fait. Et j'ai l'impression que j'oublie autre chose, mais là, ça me revient pas, mais je crois que c'est tout pour l'instant. Ouais, mais elle fait que ça, en vrai. Ouais, après, elle écrit aussi des livres ou des articles ou des choses comme ça sur le côté, de ce que je sais, mais voilà, en tout cas, de mémoire, chez Marvel, elle fait que ça. Je continue ? Ou on fait un chacun ? On peut faire un chacun. On peut faire un chacun ? Ok. Bah écoutez, ok, on est sur une île déserte, on est tout seul, mais vous n'avez pas pu oublier Avenger Infinity War, donc vous êtes obligés d'avoir avec vous... T'as vraiment... Ah non, impossible. T'as été Traumatisme. traumatisé. Le traumatisme est toujours là, donc il faut avoir avec soi Infinity Gauntlet. Pourquoi ? Parce qu'on veut toujours plus de Thanos, on veut enfin comprendre pourquoi la mort, elle veut pas de lui, elle ne voudra jamais de lui, donc il y a un moment, faut bien qu'il comprenne, mais bon... Il a beau avoir les pierres de l'infini, il fait le kékos, mais bon, non, ça ne marche pas. Et puis, enfin, on peut voir quand même Adam Warlock. Bon,
On l'a un peu teasé à la fin des Gardiens de la Galaxie 2, peut-être que vous vous en souvenez, ok, là vous êtes tranquille sur votre île déserte, mais on veut le voir en action, Adam. Bon, par contre, faut bien reconnaître, il envoie tous ses potes se faire canarder au début. À sa place. Voilà. Mais le mec est ultra malin. Hein. Ah oui, non. C'est une bonne stratégie de guerre. Mais De toute façon, oui, Infinity Gauntlet, c'est Ouais. mortel. Moi, je l'ai lu pour le coup sa sortie. Mais non, c'est vrai. les vieux comme ça. Carrément. Mais non, c'est mortel Infinity Gauntlet. C'est la claque. En fait, je crois qu'il y a presque des avis négatifs sur les events qui viennent du fait qu'Infinity Gauntlet est trop bien. C'est-à-dire, on a envie de comparer tous les events d'après à Infinity Gauntlet et dire c'est quand même moins bien qu'Infinity Gauntlet. Moi, c'était pas tant Warlock qui m'avait fait kiffer, c'était vraiment la relation avec Lady Death. Et finalement, j'ai pas eu l'impression d'avoir relu un truc comme ça dans un comics Marvel où une personne se fait genre bolosser mais du début, Humilié. humilié, et le mec il y retourne. Comme beaucoup de personnes dans la vraie vie, ils y retournent. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il comprend pas les Il signes. comprend pas les signes, on lui dit non, mais c'est pas grave, je continue. Mais en plus de ça, genre, elle a pas des grandes scènes, mais je Elle sais a pas. peu de dialogue. Hein. Elle a... Et peu d'expression du visage Ouais. aussi. Hein. Ah, c'est un ou l'autre. Voilà. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de palettes, quoi. Mais je trouve que elle dégage quelque chose. Et je savais pas du tout en lisant qu'il y avait Lady Death. Enfin, si, je savais un peu, mais je savais pas que c'était à ce point-là et que t'as tourné vraiment autour de ça. Et ouais, j'ai été un peu captivée par Lady Death et cette relation de Thanos. Et finalement, j'avais genre un peu de peine en plus pour Thanos. Mais je crois Ouais, que c'est ça. Ouais, Ouais, non, mais ce qui rend le. c'est ce qui rend le truc fou. Mais Ouais. genre, t'en viens à avoir de la peine et limite t'as envie, bah vas-y, en fait, réussis, comprenez-le, les Avengers, il veut juste pécho une meuf qui veut pas de lui. Et c'est là aussi où tout le rôle de Mephisto est assez génial. D'ailleurs, en confident nul, mais il le sait, hein, il fait exprès en plus, mais tous les conseils qu'il donne à Thanos sont évidemment complètement pétés, mais ils Comme sont... tous tes potes, quand t'essaies de choper quelqu'un, t'es vas-y, t'as pas vu les signes, ouais, mais vas-y, on va. Et à la fois, ils ont... Mais justement, à la fois, ils ont quand même un petit peu de sens. Les conseils de Mephisto, à chaque fois, on comprend pourquoi Thanos tombe dans le panneau. Il n'y a pas de... Il est quand même débile. Non, on comprend pourquoi il suit, mais... Ouais, non, c'est vrai que c'était assez cool. Oh, tiens, si je te disais un Bendis pour commencer. Et alors, très clairement, moi j'en ai rien à... Moi je vous laisse seul là dans votre île déserte. Moi je vais dans un chalet en Norvège. Hein, voilà, parce que j'en ai rien à foutre de l'île déserte, de la chaleur et de la plage. Moi j'y vais donc avec du Bendis. Et j'y vais avec le Bendis qui m'a vraiment le plus surprise parce que c'était pas le Bendis où j'avais l'habitude de lire. Et j'y vais avec Alias. Et je vais peut-être dire que c'est celui que je préfère aussi de lui. Hein, donc... C'est pas, genre, peut-être pas celui que je préfère, mais c'est celui où j'ai été... Ouais, en fait, je deviens adulte et je lis du Bendis qui est aussi très adulte, et ça colle avec ce que je peux expérimenter et autres. Et c'est juste dingue, enfin, tout tient dans son histoire. Il y a le début, la fin, tu connais pas le personnage, mais t'y vas. Ça change du Marvel, mais il y a tous les codes Marvel dedans, et après... Juste au cas où, c'est Jessica Jones. Oui, et voilà. Et j'avais lu avant de voir la série Jessica Jones, et j'avais trouvé genre que la série Jessica Jones rendait vraiment hommage aux comics en étant une bonne adaptation, mais pas une adaptation 100%. Enfin, on en revient à ce qu'on avait dit le mois dernier, mais... Ouais, non, c'est... Ouais. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, à part que, oui, c'est vachement bien. Alias, c'est l'explication en 18 épisodes, si je me rappelle bien. C'est un peu long, ouais. Ou 24, je sais plus, quelque chose comme ça, de pourquoi le personnage s'est intégré après aussi bien à la tapisserie Marvel. Il a sa place, il a une place qui n'existait pas avant, ce côté enquêtrice, toujours avec un lien au super-héros, mais c'est pas l'enquêtrice du paranormal non plus. Non, c'est pas Elsa Bloodstone ou autre, c'est juste... Elle veut en plus se barrer du milieu des super-héros, elle les aime plus, elle veut rien avoir à faire, mais toujours elle va y retourner. En fait, parce qu'on va lui demander machin, et genre, une personne qui a disparu, et la personne qui a disparu, ça serait genre la petite amie de Captain America.
Ok. Genre, c'est vraiment genre la faute à pas de chance où elle se retrouve toujours là-dedans. Et c'est assez bien de se rendre compte que le personnage est pourri, enfin, il a plus foi en rien. Et donc on comprend après pourquoi. Et pourquoi, même si elle dit qu'elle a foi en rien, elle est quand même pas complètement pessimiste et prête à s'ouvrir les veines. Et c'est aussi très fort, je trouve, de l'avoir associé avec Michael Gaydos. Parce que ça. Enfin, le style de Michael Gaydos est très particulier, il est très sombre, mais ça colle avec la série. Enfin, il y a tout qui est vachement bien fait. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien. Alors, à moi, c'est ça? Ouais. Du coup... C'est quoi là ton SS? Alors, rien à voir avec les nazis. Non, c'est le Silver Surfer de bien Dan sûr. Slott. En 5 tomes. Alors oui, en général, j'ai essayé de prendre des séries un peu longues parce que si on est sur une île déserte, autant au moins Mais avoir tu sais, de la tu lecture. vas en revenir de ton Je île sais déserte. pas, tu m'as dit au début 5 livres sur une île T'as déserte. remporté sur une île déserte, c'est ce que Oui, t'as mais dit. vous Hein. allez en revenir. Ah bah tu nous avais pas prévenu qu'on avait C'est ça. un billet retour. Hein. C'est vrai qu'on Voilà. était Tu vous fait donne beau. le Hein. billet retour. Ok. Mais ouais, donc 5 tomes et donc de Dan Slott et Michael Red au dessin. Alors les dessins de Michael Red, c'est toujours du ça passe ou ça casse. Après moi je trouve que quand on les lit, c'est souvent vachement mieux que quand on les feuillette. C'est aussi moche que dans FF. Bah c'est aussi beau que dans FF. Ah putain. Voilà. Mais Même pas avec un bâton j'y touche. Ah mais quand même. non mais alors bon. Reste dans ton coin alors, reste dans ton chalet. Le Silver Surfer, ça tombe bien qu'on en parle, parce qu'en plus, là, il y a Doctor Who qui vient de reprendre, et que le Silver Surfer, c'est la lettre d'amour de Dan Slott à Doctor Who. C'est un fan absolu de Doctor Who. Si vous le suivez sur Instagram, il y a à peu près la moitié de ses photos, c'est lui qui pose à côté d'acteurs de la série de Doctor Who. Bah de toute façon il a vu Jodie Whittaker à la À New York Comic Con, Con. il était à ça de la crise d'apoplexie. Voilà. Et oui, et il lui a offert le Silver Surfer. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment sa déclaration d'amour à Who. Putain mais il pouvait pas prendre un autre dessinateur. Mais Je l'aurais lu. Oui, mais force-toi quand même parce que c'est vachement bien. En fait, le premier tome est vachement bien et à partir de là, ça monte en intensité. Il y a un épisode conceptuel qui est en fait en forme de ruban de Mobius, donc techniquement il est infini, c'est un épisode qui ne se termine jamais, sauf si, mais je vous laisserai le lire. Il y a des idées narratives qui sont absolument folles, ça voyage à travers l'espace et le temps. Le Silver Surfer est accompagné d'une terrienne qui est le regard humain et qui est l'équivalent d'un compagnon dans Doctor Who. Et c'est aussi une des plus belles histoires d'amour que j'ai lues dans les comics. C'est mortel. Ah tu m'énerves. Et attends, et pourquoi tu dirais que c'est l'une des plus belles histoires d'amour que tu as lues dans les comics? Alors de toute façon, on commence, c'est dit dès le premier arc, dès les premiers épisodes, je dirais même dès le premier. En fait, il y a la toile de fond, c'est que la compagnon, celle qui va Dawn Greenwood, qui va accompagner le Silver Surfer, et le Silver Surfer sont voués à s'aimer. Et en fait, l'écriture fait que, en plus, on est fan de leur couple dès le début, et que l'histoire est magnifique, et il y a des rebondissements, il y a tout se tient, c'est-à-dire que dès le début c'était prévu dans un certain nombre d'épisodes, ils sont allés jusqu'au bout, enfin, pour moi c'est vraiment une des très 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 grandes œuvres de Marvel, ouais, tout court en fait, j'avais envie de dire des 10 dernières années, mais en fait même tout court. Ouais. Ah ouais à ce point-là. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. Ok. C'est ce qu'il nous reste à faire pour là. Hein. J'aime pas le raid. Il y a Captain Marvel dans l'épisode 2. Et voilà, Aurélien a compris comment attirer Paula dans un comics. C'est bon. Ok, on peut finir. Mais j'aime bien Doctor Who. Lis-le et tu donneras ton avis. Je vais te fumer. Si j'aime pas, je vais te fumer. Oui, ça grince de ton côté. Ok, ça va. Nous, on quitte l'espace, hein, le Silver Surfer, et moi, je vous emmène plutôt dans un monde post-apocalyptique pour une virée en compagnie de Logan, bien évidemment, pour Old Man Logan de Millar. Hein.
on adore, parce que Logan reste quand même le personnage... Non, bah voilà. Paula, J'ai pas lu. Paula est en train de se moquer de moi. Non. Voilà. Non, elle sait que je suis pas méga fan d'Oldman Logan. Ok, Voilà. mais alors, moi j'ai mais- beaucoup aimé dans le sens où... Vous êtes plein dans cette erreur-là, donc allez-y. Non, mais j'ai un peu Non, grandi mais- avec ce personnage parce que mon père est fan vraiment de Logan, donc j'ai lu ses aventures depuis assez longtemps. Et ce qui m'avait vraiment choqué dans ce comic, c'est de voir à quel point le héros est du coup hyper abîmé par l'âge, par tout ce qu'il a vécu, l'alcool, effectivement. On n'a plus tous nos héros, on était habitués de les voir parce que du coup, il n'y a plus que lui. Il n'y a pas Hawkeye aussi? Si. Si, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a Effectivement. la préquelle Oldman Hawkeye qui sort actuellement et qui est vachement bien. Ouais, moi, j'ai Ok. préféré Oldman Hawkeye. Donc c'est dans le Ah même bah, faudrait univers? que je lise. Les deux trucs sont dans le même univers? Ah ouais, alors en fait, Oldman Hawkeye, en fait, Hawkeye, quand on le découvre dans Oldman Logan, il est aveugle, ce qui, Ça. pour un archer, est Ballot. moyennement cool. Et en fait, dans Oldman Hawkeye, commence au moment où il se rend compte qu'il est en train de perdre la vue, il a un glaucome, et du coup, il va falloir qu'il règle ses comptes tant qu'il a encore de la vue. J'aime bien la manière dont tu dis glaucome comme ça en toute détente. Pardon, on a dit glaucome. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Enfin, c'est pas des histoires, effectivement, c'est pas les plus gaies qu'on peut lire dans les comics. Mais je trouve que c'est ça aussi qui peut nous rapprocher des héros, c'est de voir à quel point ils en prennent plein la gueule, ils en bavent. Et de voir à quel point, au niveau et du dessin et de l'écriture, on est complètement happé dans ce monde qui est complètement violent. Et t'as qu'une envie, c'est de dire putain, vas-y, tu vas y arriver, quoi. Tu vas survivre jusqu'au bout, on y croit, quoi. Et du coup, je rebondis parce que, donc, comme on disait, je suis pas méga fan d'Oldman Logan, mais je suis conscient de pourquoi les gens aiment, et c'est clairement pas une BD que je vais déconseiller par contre. Alors que je l'aime pas trop, je vais même pouvoir la conseiller parce que je vois ce qui plaît justement, et tout ce que tu décris, c'est vrai que c'est là, et que c'est pour ça qu'elle marche aussi bien, parce que c'est une de celles de chez Marvel qui marche le mieux, quoi. Donc, Ouais, tu veux faire du chiffre. non, même pas, c'est Ah vraiment oui. que je comprends pourquoi ça fonctionne. Il y a des trucs où, quand ça fonctionne, je vais dire, mais comment ça fait que ça marche? Parce que soit je trouve pas ça bien, soit même je vais trouver ça bien et je comprends pas pourquoi ça fonctionne. Tout ça, Oldman Logan, je comprends totalement pourquoi ça fonctionne. Ouais, ça coche les cases. Mark Millar, il sait écrire. Hein. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que, genre, quand au salon, notamment la Comic Con, vous en avez toujours, le stand Panini, et ça part. Enfin, les gens, ils viennent pour ça. Limite, c'est genre, s'ils vont acheter un comics dans l'année, ça va être ça. Non, ça va être Civil War en général. Oui, mais... Et en deuxième, le Logan. deuxième, mais ça part vraiment. Ah oui, non, c'est hallucinant. En plus, c'est un one-shot. Il y a un côté... Oui, non, c'est t'as ça. aucune contrainte. C'est ça. T'as la continuité, mais pas trop. Il suffit juste de savoir qui est Hawkeye et qui est Logan. Et Wikipédia même peut Hawkeye, t'aider. si on sait pas, on a compris qui c'était. Grâce à la BD, on a le contexte. Mais ouais, mais c'est hallucinant. J'ai pas lu. Bon, on va continuer dans les évidences. Et vu que tout le monde dit n'importe quoi et dit carrément des runs, je vais y aller aussi avec un run complet. Et je prends tout le run de Kelly Deconic et David Lopez sur Captain Marvel. Et ça prend aussi Captain Marvel et The Carol Corps, parce qu'au début j'avais pensé à ça, parce que c'était court et machin. Et finalement c'était assez bien, parce que tu savais qui était le personnage, tu comprenais comment il fonctionnait, alors qu'on est dans un tie-in de Secret Wars. Genre un truc assez hallucinant, mais finalement je prends tout. Et vraiment je prends cette partie-là, et pas le début de Kelly Deconic, la série d'avant, où il y avait entre autres... Et Marios, et Felipe Andrade, et Dexter Soy. Et parce que c'est un peu moins bien, et notamment tout le crossover avec Avengers, moi ça m'avait saoulé. En fait, j'avais trouvé que c'était mal fichu. Mais putain, c'est juste ouf. En fait, on comprend ce que c'est d'être une super-héroïne, mais pas être une super-héroïne parfaite. De se dire que tu peux faire des erreurs, c'est pas grave, c'est pas grave, tout le monde peut faire des erreurs, c'est humain de faire des erreurs, c'est même d'une certaine manière recommandé, mais parce que comme t'es pas seul et t'as toujours des personnes autour de toi, donc ça peut être soit les gardiens de la galaxie, ou soit un peuple que tu vas aider, ou alors le Carol Corps. En fait, c'est ça l'histoire de Captain Marvel, c'est Captain Marvel et tous ses amis, et qu'est-ce qu'elle fait pour s'assurer que ses amis survivent?
comment elle se sent responsable de ses amis, mais aussi comment ses amis se sont un peu responsables d'elle. Et comment en fait elle est juste géniale jusqu'à la fin. Je l'attendais. Je me demandais à quel moment t'allais glisser qu'elle est géniale en fait, en fait, on s'en fout, elle fait des erreurs mais elle est parfaite quoi. Elle est parfaite. Mais même quand elle fait des erreurs, elle est parfaite. C'est vrai que c'est une très bonne série. Voilà. Et c'est beau. Ouais. Oui, non, mais oui. Bon, Oui, surtout. On éprouve un amour sans fin pour David Lopez. Lopez, donc c'est un petit peu compliqué pour nous d'être objectif. Ouais, non. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, en plus, j'avais lu le premier arc avant de rencontrer David, et c'est vrai que le premier arc, en plus, il a un côté... On est tout de suite dans l'histoire, c'est vachement bien, c'est du comics de super-héros, en fait... J'ai presque envie de dire classique, dans le sens où on a un super-héros, on a une menace, etc. et tout ça. Donc c'est vraiment dans le classicisme de ce que c'est, mais c'est très très bien fait, quoi. Et puis moi je connaissais pas du tout Carol et Captain Marvel avant de commencer ça, parce qu'en fait j'avais vraiment commencé par hasard. Et tout de suite je me suis dit, elle a l'air charmée, genre j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie de l'avoir comme amie, alors qu'elle fait des blagues de merde. Elle fait clairement des blagues de merde. Et genre, t'es un peu la girl next door de haute qualité quand même, mais ouais. J'avais surkiffé et j'ai tout surkiffé, et genre même jusqu'au dernier numéro donc, de la série normale, le 15, où elle revient sur Terre et elle est plus une super-héroïne, elle est juste une humaine qui doit faire face à un truc horrible qui est le décès de sa meilleure pote. Et même le décès de ses meilleurs potes, ça rappelle que ses amis en fait sont ultra importants dans l'histoire de Captain Marvel. C'est aussi dans cette série-là qu'il y a l'épisode de Noël, je crois, l'épisode 13 ou un truc comme ça, un moment où il y a un peu genre une boucle, ça repasse à Noël ou un truc comme ça, où je dis de la merde. C'est possible, là ça me dit rien parce que j'ai pas en tête tous les numéros de ce truc-là, mais je dis pas non. Ok. Ouais, si, c'est forcément dans ça, parce que c'est pas dans la série d'avant que j'ai lu et il n'y a pas d'épisode de Noël. Ok, je l'avais beaucoup aimé aussi cet épisode. Ok. Toi, t'as rien lu ? Non, il faut que je m'y mette du coup. Tu le conseilles celui-là avant que le film sorte ? Bon, on a le temps, en mars 2019. Ouais. Limite, ouais. Et que celui-là, enfin que cet arc-là. Enfin, c'est toute la série des 15 numéros. Okay. Ouais, limite, commencer. En fait, plutôt commencer par ça que la première série ou les plus récentes. Non, c'est la meilleure. Non, c'est vraiment la meilleure. Okay. Et après, genre, si bémol pour Life of Captain Marvel. Qui a l'air d'être un très bon one-shot, mais pour l'instant, on est au milieu de la publication US, donc voilà. Ouais, mais même pour être au milieu de la publication US. Ça a l'air très bien. T'as rien lu ? Si, mais j'ai pas lu les... Tant qu'on n'a pas lu les derniers numéros, moi j'ai toujours un petit... Oui, ils peuvent... Mais je sais pas, en fait, je trouvais que Stoll reprenait en fait bien Captain Marvel de le quotidien, de... Elle parle beaucoup, enfin en plus j'ai trouvé qu'elle parlait beaucoup, ça faisait un peu du Bendis, j'ai trouvé ça bien. Ok. Du coup, c'est à moi, c'est à toi. Eh bien, à moi, très bien. Oui. Donc, troisième titre. Vu qu'on a parlé d'Hawkeye, je vais continuer sur Hawkeye. Alors je triche un peu parce qu'en fait je vais parler de... En fait on prend des runs. On prend des runs complets. Non mais je vais parler du Hawkeye de Matt Fraction et David Aja, qui est monstrueusement mortel. Quoi ? Oui, on est d'accord, il est mortel. Voilà. Mais en fait, j'ai presque envie de dire, et c'est suite, parce que celui après de Jeff Lemire et Ramon Perez, il est vachement bien aussi. Celui d'après, qui est en fait du coup le Hawkeye de Kelly Thompson et Leonardo Romero, il est aussi mortel. Donc j'ai envie de dire, voilà, Hawkeye c'est vachement bien. Et en fait, mais pour rester sur celui de Fraction Aja, ouais, j'ai essayé de dire la première fois, mais je vais le dire à la française maintenant. C'est vachement bien, et en plus d'être vachement bien, d'être en plus en un seul tome par exemple, on peut le lire, voilà, il y a un côté, c'est une pierre essentielle en fait dans l'histoire de Marvel. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est le moment où en fait Marvel a dit ah ok, on peut faire du comics un peu façon indé chez nous, en confiant des personnages un peu secondaires à des auteurs qui ont envie d'avoir une lecture un petit peu
indé dans la manière d'approcher le comics de super-héros. Hawkeye, en fait, c'est plus la vie de Hawkeye quand il n'est pas dans les Avengers, quand il est dans son immeuble, avec parfois ces trucs du quotidien avec ses voisins un peu relous, où les méchants ce sont des mafieux En jogging. en jogging, ouais, voilà, Ils sont en jogging. Bah, au calme, hein. c'est ça. Et il y a un côté, Il se fait justement, bolosser par une gamine. c'est ça. Et à la fois, il y a des épisodes extraordinaires. L'épisode du chien, Pizza Dog, il est vraiment génial dans le sens où on a... Il s'appelle Lucky. Oui, mais son surnom, c'est Pizza Dog parce qu'il adore la pizza. Ah, je croyais que tu voulais dire pizza parce que Antoine t'avait demandé de dire Ah non, pizza. non, rien à voir. Mais non, c'est plus pour le côté, il adore la pizza. Mais oui. Et il y a tout cet épisode du point de vue donc, de Lucky, où il comprend rien à ce que disent les humains, sauf son nom, de temps en temps. Et du coup, il poursuit l'enquête, en fait, mais de son point de vue de chien. Donc il y a Mais ça. il y a aussi tout l'épisode où il entend rien. C'est ça, où il a perdu... En fait, moi, c'était ça qui m'avait... c'est clair, le côté, on peut faire de l'indé en étant chez Marvel, en étant un super-héros, mais finalement, comme c'est un super-héros qui a pas vraiment de pouvoir et qui se bat contre des mafieux en jogging, Pourquoi ça pas. passe. Mais c'est toute la narration. Ah oui, non, C'est la narration qui, là, fait... Waouh, on peut avoir 36 000 narrations, il n'y a pas une narration Marvel, et ouais, moi, c'est plutôt l'épisode où il entend rien, et où, avec le langage des signes aussi, enfin, c'est... Non, c'est extrêmement bien. C'est Mais extrêmement par contre, ça a énormément après influencé les les séries. bailleurs, les Ouais. dessinateurs, et même Kelly Thompson, quand elle écrit maintenant Kate Bishop, il y a un impact. Ça vient directement. Puis même des séries comme Vision, que j'aurais pu mettre dans ma liste de 5 titres. Vision, ça existe parce que Hawkeye a existé. Ouais. Y a pas de... Sinon, il n'y avait pas des séries comme ça qui auraient pu exister avant. Ok. Bah moi je change complètement, on enlève les jogging, hein, partons plutôt au Wakanda, hein, voilà, moi j'aimerais bien parler, donc c'est une grosse bible, hein, c'est, voilà, bah, j'ai pas ma petite liste, hein, c'est Qui est la Panthère Noire, voilà, donc du coup c'est pour en savoir plus sur l'univers de Black Panther. Vous avez aimé le film ? Forcément. Oui, bien sûr. Voilà, bah, c'est pour en savoir beaucoup plus, pour comprendre un peu mieux la culture et les coutumes en fait du pays qu'on découvre dans le film, effectivement, avec tout ce qui est le combat pour accéder au trône, le rite pour voir les ancêtres, mais du coup on en apprend un petit peu plus justement sur cette histoire, pourquoi les ancêtres sont si importants dans la société, et surtout quelle est la place de Black Panther dans son monde à lui, qui du coup est coupé du reste des autres, alors que t'as tous les autres pays bah, du coup qui se font la guerre et qui cherchent à se prendre le vibranium, quoi. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là en fait. C'est le premier tome. C'est le premier. Ah oui, ok, d'accord. Oui, bah c'est moi qui ai la panthère. Ah oui, d'accord, c'est le premier tome de Dieu-de-Lyn. C'est ça, tout à D'accord, fait. oui, je n'ai pas osé dire le nom parce que je ne savais pas très bien Oui, comment ok, le prononcer. mais j'avais l'impression que c'était vraiment genre une encyclopédie. Bah, pour moi, je l'ai vu comme une encyclopédie. D'accord. Ouais, j'ai... Mais mon c'est une côté, BD. Ouais, mais comme quoi, on peut faire Oui, des oui. BD, enfin... Oui, ok. C'est vraiment, je trouve... Ouais, effectivement, tu restes sur le côté, l'histoire, enfin... Oh. mais... Oui, mais ce premier tome, c'était vraiment... Pour le coup, je crois que ça faisait une quinzaine d'années qu'il n'y avait pas eu de comics C'est ça. Black Panther. Mm-mm. Et du coup, c'est vrai que là-dedans, Lynn, il y a un côté... Ok, il faut remettre les choses à plat, réexpliquer tout, et il réexplique tout. Et dès l'épisode 2, en fait, il introduit le personnage de Shuri, qui a été créé justement assez récemment, en fait. Du coup, Ah ouais ? Ouais. Oui, c'est un personnage assez récent, du coup. Ah, je croyais qu'elle était dans... Eh ben non. Voilà. D'ailleurs, j'ai hâte de lire ses aventures. Là, j'ai vu qu'elle allait avoir sa propre série. Donc, qu'est-ce qui a été sorti pendant la New York Comic Con, la preview ? Ouais, c'est Leonardo Romero, justement, Ouais. celui qui faisait Hawkeye, qui s'occupe de la série Shuri. Alors, je sais pas pour l'instant pour le scénar, vu qu'on a vu juste 4 pages, mais alors, niveau dessin, c'est Bijou. magnifique de chez magnifique. Moi je vais continuer aussi avec les anthologies, genre comment mieux découvrir un personnage, et je prends l'anthologie Je suis Daredevil. Parce que moi j'aime bien les anthologies, c'est cool pour découvrir des personnages, c'est quand même bien fichu. En vrai c'est vraiment un truc qui est bien fichu, et je dis pas ça parce que t'es là, mais
J'aime pas les histoires anciennes et j'aime bien à partir des années 2000 pour découvrir un personnage, mais au moins les anthologies, mais en fait il y a tout, et comme il y a l'édito aussi qui est bien fait. Les articles sont vraiment super. Non mais c'est là où en fait où on se rend compte que l'édito est parfois important dans les comics, c'est parce que comme c'est une histoire pour une décennie, t'as tout de suite l'édito qui va t'expliquer au fait il s'était passé quoi dans cette décennie-là, pourquoi, quel était l'environnement social de cette époque-là, aux États-Unis et autres. Et donc les anthologies en soi c'est vachement bien, et Daredevil en fait c'est cool parce que tout Daredevil est charmé. Et Ouais, c'est assez fou, il y a peut-être 2 périodes qui sont en dessous et quasiment tout est mortel. Tout est mortel chez Daredevil, donc au moins l'anthologie c'est bien, ça va te dire hey, ben, j'ai lu ça, j'ai envie de savoir maintenant tout, parce que donc voilà. Sinon j'aurais pris tout Mark Millar et Mark Waid aussi Oui, le run de Mark ouais, Waid sur Daredevil. Frank Miller et Mark Waid, j'ai un peu mélangé tout ça là, mais Mark Waid et même Bendis en fait c'est pas c'est vachement bien aussi. Ouais, Brubaker est vachement bien. Donc c'est un peu compliqué, donc du coup je prends l'anthologie, c'est une bonne manière de recouvrir toutes les époques. Du coup c'est à moi. Eh bien, je vais. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé d'un de mes personnages chouchous. Donc, je vais parler de. Pour le coup, là, tout ce dont j'avais parlé, c'était disponible en VF, mais là, Squirrel Girl, c'est plus vers la VO qu'il faut se tourner. Alors, il y a quand même le graphic novel Écuriette contre l'univers Marvel qui est trouvable en VF, mais sinon, pour l'ensemble de la série, ce sera plutôt la VO. Ce que j'adore dans la série Squirrel Girl, c'est le fait que déjà c'est une héroïne hyper positive. Son but avant tout c'est presque de réformer les méchants et pas forcément de les vaincre. Et ça je trouve ça cool parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a ce côté on tabasse ce méchant et on le met en prison et il ressort de prison et il refait des crimes et etc. Et moi c'est pas forcément ma vision non plus de la justice et tout ça, donc de voir un super héros vraiment être dans le côté il faut essayer de comprendre pourquoi il est méchant et d'essayer de trouver une solution contre ça, c'est assez génial. D'ailleurs il y a tout un truc avec Kraven où elle le rencontre je crois dans l'épisode 1 et du coup elle l'envoie chasser des bêtes extrêmement compliquées plutôt que d'attaquer Spider-Man et tout ça, et du coup il devient copain avec Squirrel Girl après dans la série. Mais c'est ça son but dans la vie à Squirrel Girl. Ouais. Mais pourquoi tu le dis avec ce ton hyper... Parce que j'ai rien pané à ce que j'ai lu. Okay. Ouais. Et trop d'optimisme, moi ça me perturbe. Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien les comics comme celui-ci. Mais faut les brûler les gens. On a dit qu'on arrêtait de brûler tout le monde tout le temps. Pas possible. Hein, c'est bien. Moi je trouve que c'est positif. Voilà, moi c'est ce que j'aime. Et en fait en plus de ça il y a plein d'épisodes spéciaux. Moi c'est vrai que les épisodes spéciaux, genre on parlait de ceux de Hawkeye, mais dans les Écuriette il y en a plein. Il y en a pas un où celui où vous êtes le héros? Si, il y en avait un comme ça. Où, c'est vrai tout l'épisode, il y a des flèches où alors, tu dois suivre la flèche pour aller à la case d'après, etc. Et tout, c'est assez drôle. Tu peux perdre d'ailleurs, c'est un truc où tu fais ah non, le monde est détruit. Bon, ok, alors il faut revenir en arrière, etc. Il y a un épisode silencieux qui vient de sortir il y a un mois. Il y a un épisode aussi où on suit le chat qui est dans la maison ou des choses comme ça. Il y a plein d'épisodes spéciaux. Il y en a un à peu près tous les 3 mois qui est décalé. Mais attends, mais là on en est à quel épisode, quel numéro d'épisode? Alors c'est la deuxième, on doit être 45 plus le graphic novel, donc on est à plus ou moins l'équivalent d'une 50aine d'épisodes. Mais comment ça se fait que ça fonctionne aussi bien? Justement en fait parce que derrière ça se vend en TPB. C'est les TPB qui font... ouais, parce qu'en fait il y a un vrai public. C'est un peu le même truc que sur Miss Marvel ou même justement La Panthère Noire ou des choses comme ça. C'est-à-dire que aux États-Unis c'est pas les séries qui se vendent le mieux en single issues, mais après c'est des séries qui vont cartonner en TPB parce qu'elles trouvent un autre public, un public qui va pas dans les comic shops. Mais je croyais qu'on n'avait pas les prix, les ventes des TPB. Alors on pourra en parler à un autre moment, mais j'ai trouvé une source qui elle-même a récupéré des sources, etc. et tout ça. Okay. Et on a plus ou moins les ventes, pas de tous les réseaux de distribution, mais d'une partie des réseaux de distribution. Ah, chambé! Et bon, on fera un épisode là-dessus, parce que ça, c'est très très cool. Ok, et ben voilà, prochain épisode sur les ventes. Sur le marché des ventes aux US, et comment il faut arrêter de dire de la merde. Et voilà, et Squirrel Girl, du coup, c'est mortel. Et voilà. Et je te passe la main. Oui, et moi, du coup, je pars de la Terre et je vais dans une galaxie lointaine
très très lointaine. Lola est ravie. Le premier tome de Star Wars Darth Vader, Dark Vador, hein, si on veut pas s'embêter avec les accents. Et voilà, et du coup, pourquoi ce comics précisément? Bon, Dark Vador, on le sait, l'un des méchants les plus emblématiques de la pop culture, tout à fait, Aurélien, c'est hyper bien faire. Vous connaissez sa jeunesse, son enfance, sa vie après Padmé, mais que s'est-il passé entre-temps? Ce moment où il se réveille et qu'il demande à l'empereur, mais où est Padmé? On sait pas. Donc, dans les films, en tout cas, on le voit pas. Et ben là, dans ce comics, vous allez découvrir comment Vador arrive à vivre, plutôt survivre, sans Padmé. Et surtout, il a quand même toute sa quête. Il doit apprendre à faire son sabre laser. Et il doit quand même apprendre à maîtriser le côté obscur. Parce que bon, on le voit effectivement dans les films, il a quand même cette appétence pour tout ce côté sombre. Mais avant de pouvoir étrangler quelqu'un au KLM, il a dû quand même apprendre tout ça, le petit Darky. Hein. Donc voilà, moi je trouve que c'est cool de ce comics, de pouvoir plonger dans le passé d'un personnage aussi emblématique, pour en apprendre un peu plus, et surtout qu'on ne le voit pas au cinéma au final. Tout le monde pense que c'est acquis, que l'histoire de Vador est acquise pour des générations de fans, et en fait non, il nous reste encore tout un pan de son histoire à découvrir, et cette série de comics, elle permet de découvrir tout ça. T'aimes bien les histoires des mecs qui se font bolosser par des meufs ou par leur entourage propre? Ouais, mais ils le méritent, ils doivent tous se faire bolosser de toute façon. D'un côté c'est Thanos, de l'autre côté c'est Dark Vador, c'est voilà. quand même des méchants quoi. Oui, c'est des... Voilà. Mais c'est vrai qu'il est super bien ce comics, il y a un côté fan service à fond les ballons, Direct. mais alors tellement bien fait, c'est vraiment le côté... C'est ce que vous avez envie de voir? Et ben je vous le donne. Et on est là, ouais vas-y, on en veut plus, on en veut plus. En plus je trouve qu'au niveau des dessins, Giuseppe Camuncoli, il fait des trucs vraiment géniaux. Par exemple, il y a ces scènes de méditation où on voit Vador dans ce qu'on imagine presque le côté obscur, quoi, et où on voit ses membres dans une autre couleur pour bien montrer que justement c'est les appendices robotiques, etc. Donc il y a tout un travail là-dessus. Puis non ouais, c'est vachement bien foutu. Il y a le lien en plus qui est fait avec Star Wars Rebels, avec les inquisiteurs, etc. Non, c'est vraiment vraiment super. Elle est vraiment charmée cette série. Ok. Eh ben je vais pas parler de Marvel, parce qu'il n'y a pas que Marvel dans la vie. Il y a les comics espagnols. D'accord, Marvel Planet. Je vous ai jamais dit qu'on était obligé de mettre que du Marvel. Hein. C'est vrai. Ah bah alors j'ai changé intégralement ma liste. Tu vas te faire voir. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, en comics indé espagnol, c'est pas traduit en Espagne, en France, pardon. Tu vas te faire voir. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, en comics indé espagnol, c'est pas traduit. Voilà, okay. C'est à vous. Alors, cinquième et dernier titre. Alors, je suis allé chercher loin. J'ai un de mes titres favoris de chez Marvel dont personne ou presque a entendu parler. Bah, de toute façon, c'est marqué dans le titre. C'est Omega l'inconnu de Jonathan Lethem et Farrell Darlample. Alors, ça date de quand? Ça date de, je dirais, début des années 2000. Ça a été publié en France en 2008. C'était, je crois pas que ce soit un secret, au pire je me ferais taper sur les doigts, hein, mais ça a été un four abominable. Je crois qu'il y a eu à peu près 300 exemplaires qui ont été vendus. Dont 200 par toi. Bon, un par mois, mais voilà. Et c'est complètement formidable. Alors c'est vraiment à la marge de l'univers Marvel, c'est presque pas dans l'univers Marvel en fait. On disait que Hawkeye c'était du comics indé, mais en fait non, Omega l'inconnu c'est du comics indé pour de vrai. C'est extrêmement bien, c'est une réflexion à la fois sur les super-héros, sur un peu il y a un côté presque, comment dire, onirique. C'est très difficile à raconter parce que même au niveau de la narration, c'est volontairement cryptique à plein de moments. C'est très bien sur l'île déserte parce que c'est le genre d'œuvre qu'on peut lire au début de son arrivée sur l'île déserte et relire un peu plus tard parce que de toute façon, on n'aura pas tout compris à la première lecture et on aura envie de se replonger dedans pour essayer d'en retirer quelque chose. Et ouais, on en retire toujours quelque chose. Je l'ai déjà lu plusieurs fois et à chaque fois avec autant de plaisir, quoi. T'aimes bien ça, lire des trucs plusieurs fois et comprendre des nouvelles choses à chaque fois, j'ai l'impression. Alors, ouais, j'aime bien ça parce qu'en fait, c'est assez rare. C'est assez rare d'avoir une œuvre, que ce soit d'ailleurs un comics ou un film ou quoi que ce soit, où en fait, à chaque découverte ou redécouverte de l'œuvre,
on découvre des nouvelles couches, on découvre une nouvelle strate dans la narration ou quelque chose comme ça. C'est très rare en fait, et c'est vrai que là pour le coup Omega l'inconnu, ça m'a donné ça. En fait c'est pas si vous aimez Marvel qu'il faut le lire, c'est si vous aimez des choses un peu plus pointues, un peu plus qui donnent à réfléchir, etc. Je le dis sans snobisme du tout, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est plus voilà, ce type d'œuvre là. Mais voilà, et comme quoi chez Marvel il y a aussi des trucs des fois très chelous qui se cachent. Ça entre autres c'est un remake d'une œuvre tout aussi inconnue, hein, le Omega l'inconnu de Steve Gerber. Alors ça peut-être que par contre ça parlera plus, c'est celui qui a créé Howard the Duck, et il avait fait aussi alors moi pour le coup je l'ai jamais lu, le Howard the Duck de Steve Gerber, mais c'est hyper politique. C'est pas du tout l'image qu'on s'en fait d'un truc déconnant, poète, etc. C'est une œuvre politique anarchiste, Howard the Duck. C'est vraiment voilà. Mais j'ai jamais lu, donc voilà. Je vais m'arrêter là. Et du coup, tu le conseillerais pour tous les lecteurs et toutes les lectrices, Omega, ou il faut avoir un peu de... Enfin, faut déjà en avoir lu un peu avant. J'ai envie de dire, je le conseille à ceux qui aiment la BD au-delà justement du super-héros, de ce genre de choses. Si vous aimez un peu la BD indé, les trucs qui vont sortir chez l'association ou des choses comme ça, c'est Omega l'inconnu, ça rentre totalement dans le délire. Voilà, par contre, il y a aucun prérequis sur l'univers Marvel. Je crois qu'il y a un moment où les 4 Fantastiques sont cités vite fait, mais c'est tout. Il faut juste être un lecteur de BD. Mature. Ouais, voilà, c'est mature. ça. Ouais, parce que par contre, c'est clairement pas c'est clairement pas l'œuvre qui... Si je me rappelle bien, entre autres, le dernier épisode, il y en a 12, est entièrement silencieux. Donc il y a vraiment un côté, en plus, une volonté de pas être pas être simple quand on fait un dernier épisode silencieux, donc le truc où normalement on règle un peu toute la fin de l'histoire. Au contraire, là, laisser ça dans un espèce de silence qui est extrêmement perturbant. Je me rappelle plus si c'est genre la moitié de l'épisode ou tout l'épisode, mais tu termines les dernières pages sans avoir de narration qui t'aide. C'est qu'il y a une volonté de perturber un peu le lecteur. Je trouve ça bien, mais voilà, c'est vrai qu'il faut avoir envie de ça. Okay. Attends, ça a l'air cool. Ouais, j'avoue, ça m'a bien... Bon, voilà. Très bien. Voilà. Donc, que comme c'est un four et que c'est adieu, on va pas le trouver. Ouais, je pourrais vous le prêter, mais sinon, c'est vrai qu'il faut chercher faut chercher dans les bouquinistes, quoi. C'est plus compliqué. Ok. Ah bah, c'est à moi de finir, du coup. Ouais. Ok, et ben moi je termine avec en se collant un peu à l'actu. Hein. Demain, donc du coup le 10 octobre sort Venom en salle. Paula a hâte de le découvrir. Mais du coup, je suis désolée, Aurélie encore plus que moi. Voilà. Tu vas pas y aller. Non mais du coup, que vous décidiez ou non de le voir, ce qui est cool c'est de lire aussi ses aventures dans les comics. Et là tu vas pouvoir en parler aussi avec moi, parce qu'on va parler de Mortel Protection. Ouais. Qui est quand même plutôt cool, effectivement. Vous verrez, il y a beaucoup de discours. Voilà, donc il y en a un peu trop pour certains, voire certaines. C'est 89 si je dis pas de bêtises, un truc comme ça, donc c'est... C'est vrai, ça parle beaucoup, mais après ce qui est bien c'est que vous en apprenez plus sur Eddie Brock. C'est sur son... En fait c'est le passage où il va à San Francisco. C'est ça, il part de San Francisco, enfin il part de New York. Commence à devenir gentil. Voilà, il a fait une trêve avec notre copain Spider-Man. Voilà. Et donc il décide de devenir un anti-héros. Voilà. Et 93, pas du tout 89. Oh, c'est les années 80. Ouais, donc c'est ça, il décide donc de devenir un anti-héros, sauf que en fait son passé le rattrape quoi. Enfin la violence elle est toujours là, donc du coup Eddie veut un peu se calmer avec Venom qui du coup a quand même toujours son appétit vorace, hein. Ça reste quand même un monstre entre guillemets. Oui, non, il a des méthodes un peu particulières. Voilà, et il charcute il décapite des gens quoi. Et mais ils sont méchants. Oui, voilà, ils sont méchants. Mais c'est parce que Eddie lui a appris à faire la distinction en disant il faut pas. Parce qu'après, il mangeait tout le monde. Ouais, méchant, on mange la tête. Gentil, on mange pas la tête. On mange rien du tout d'ailleurs. Stop. Voilà. Voilà cette jambe. Et la séparation en fait est telle entre le symbiote et du coup son hôte, Eddie, qu'il crée un. J'arrive pas à trouver le mot. Un lien. Ouais. Ouais, non, mais ça fonctionne bien. En fait, c'est un avec un seul personnage, un vrai duo. C'est ça, voilà. Parce qu'ils parlent entre eux, les moments où ils disent nous, ça me fait un peu bizarre, mais c'est comme ça que c'est compréhensible en vrai. Et non, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Moi, j'ai
pas trop ce type de personnage-là, j'aime pas Wolverine et machin. Et ben comme introduction à Venom, je trouve ça vraiment très très bien. Enfin, quitte à en lire qu'un seul, autant lire ça. Autant lire celui-là, ouais, c'est sûr. Et faut vraiment pas vous arrêter. Enfin, si vous entendez des mauvaises critiques sur le film, faut pas vous arrêter en vous disant que vous avez pas du tout envie de découvrir l'univers de Venom, qui reste quand même on en parlait nous avant de lancer l'émission. C'est quand même le double de Spider-Man. C'est tout ce que Spider-Man ne peut pas faire dans la vraie vie. Et si vous avez envie de comprendre pourquoi ce personnage fait ça, il faut lire Mortal Protection et ses autres aventures, hein, bien évidemment, il y en a. Bah, il y a l'anthologie. Ouais, voilà. Les anthologies, Avec des super articles dedans. C'est ça. Le mec, il est payé juste pour dire je fais des articles dans les anthologies. Non, mais alors après, juste 2 minutes mavi.com, c'est vrai que les articles dans les anthologies, c'est parmi les trucs que je préfère écrire parce que c'est hyper sympa. J'ai de la place pour parler pas juste présenter vite fait la BD, mais pour parler d'un élément du personnage et analyser un petit peu, etc. Alors dans les anthologies ou dans les Marvel Events aussi, c'est là où souvent je m'éclate le plus au niveau de l'écriture. Bon, écrire, vous allez lire une histoire des X-Men, voilà ce qu'ils sont, voilà ce qui s'est passé juste avant pour eux, c'est bien aussi, hein, mais c'est vrai que c'est moins kiffant que d'écrire des articles dans les anthologies. Ouais, non, mais c'est... Ouais. Non, mais très bon choix. Ouais. Donc, mon dernier choix est Runaways 12. Donc... Alors, on a parlé de Run, toi tu prends un épisode. Je m'en fous. Tu vas le lire en boucle dans ton chalet. Non, mais en vrai, je l'ai lu en boucle. Hein. Ah oui, mais on n'est pas étonnés. Pendant 4 jours, je l'ai vraiment lu parce que... Bref, donc Runaways 12 de Rainbow Rowell et Chris Anka. Donc, c'est la série en cours de Runaways. En fait... Comment dire ça ? Tu peux pas l'expliquer toi parce que moi je en fait, ça mal. C'est un épisode charnière pour beaucoup de raisons. Déjà la série Runaways actuelle, elle est extraordinaire. Vraiment s'il y a un truc à lire, vas-y, lis. De tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, oublie et lis que ça. Ok. Mais bon, en tout cas, mais ouais non, elle est vachement bien. Et en plus, cet épisode répond à certaines attentes du lectorat, on va dire. Il y a certains trucs qu'on attend depuis les premières séries d'épisodes. Et il y a un petit côté, on rejoint pour le coup Dark Vador, dans le sens où il y a du fanservice, mais très 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 bien fait. Ça, c'est dans la logique des personnages, c'est vraiment super. En plus, c'est très 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 bien dessiné. Ouais, moi qui aime pas Chris Anka, franchement, Chris Anka sur Captain Marvel, j'avais trouvé ça à chier. Toujours, j'aime bien ton sens de la demi-mesure. Il n'y en a pas. Et et là, mais il est... On fire. Ah ouais, il est on fire. Il sublime tout. Tout ce qui est possible d'être sublimé chez les Runaways, il sublime tout. Parce que limite, t'as l'impression que c'est aussi... même lui, c'est un énorme fan. Il fait du gros fanservice et il dit... Il faudrait que tout le monde lise Runaways, il faudrait que tout le monde les aime, et donc du coup je vais faire tout ce qui est possible, inimaginable chez moi pour pouvoir rendre hommage et enfin rendre ces ados, genre étant les meilleurs ados au monde et la meilleure équipe au monde, même au-dessus des Avengers. Alors en fait je vais résumer ça. C'est aussi bien que ta critique est bordélique. C'est dire. C'est vraiment génial. Non, mais en fait, c'est vrai que l'épisode est charnière. Et bon, désolé, je vais spoiler. En fait, quand on a découvert les Runaways, donc en 2003, un truc entre 2003 et 2005. Donc, on a vu des ados, on les a vus évoluer ensemble, et il y avait notamment toute une espèce de non-relation amoureuse, amicale, entre Nico et Carolina. Qui, en plus de ça, c'était assez ouf de voir des ados qui se posaient des questions sur leur sexualité, d'avoir un personnage qui assume d'être homosexuel. Donc, moi, dans mon développement personnel, ça a été charnière. On a eu la série télé. Et là, la série télé a explosé ça, tout en étant genre fidèle aux comics, parce que les personnages, tu les retrouves, mais ils ont développé plus de trucs, à savoir, ils ont mis une vraie relation amoureuse entre Nico et Caroline. Enfin, du moins, les prémices. Alors que dans les comics, c'était niette du début jusqu'à la fin. Finalement, tu te disais... Enfin, niette un peu chelou, mais il y avait un niette, et tu te dis, ok, en fait, c'est logique, parce qu'elles veulent rester amies avant tout, c'est
famille Runaways est plus importante que leur potentielle histoire d'amour, donc ça collait. Là, on les retrouve genre 3 ans après, en fait, c'est à peu près ça, mais... Je vais pas essayer de donner du temps dans l'univers Marvel, mais ouais, un truc du genre. Mais surtout, nous, en tant que lecteurs, on se retrouve limite 10 ans après. Ce qui est quand même long, en fait. Et donc, tu les retrouves, donc ils sont un peu plus grandis. Et là, en fait, donc Carolina est la lesbienne et a toujours été amoureuse de Nico, et Nico a très souvent dit non, et n'a jamais dit qu'elle était bi, par exemple. Et en fait, là, elle dit à Carolina que si elle a des sentiments pour elle, et en fait, elle s'embrasse. Donc, entre eux, que la narration du baiser, de comment ça arrive, c'est juste très bien écrit, c'est très bien mis en scène. En fait, tu vois que les personnages, ils ont évolué, et finalement, ça a évolué avec les lecteurs. Parce qu'on a 10 ans plus tard, on a aussi grandi, et finalement, si, on a envie de voir ça. Donc, c'est... Ouais, quand j'ai vu ces 2 pages-là, je fais... Ok, c'est bon. Et ouais, je l'ai lu pendant 4 jours de suite. Ça va, c'était moins bordélique. Moi, c'est bien, ça m'a... C'est une belle histoire, en tout cas. J'ai bien envie de la découvrir, celle-là. Donc ouais, en fait, et en plus, t'as même pas besoin de lire ce qui s'est fait avant, parce que... Il y a un super travail d'accessibilité. Ouais. Et toute la série de Runaway est vraiment accessible à tous, et tout le monde est très vite mis au même niveau. Et dans ce numéro-là bien précis, ils remettent les cases d'avant, où justement quand Carolina veut embrasser Nico et que Nico lui dit non pour la première fois. D'accord. Donc il y a vraiment un énorme parallèle. Et en fait, on se rend compte que c'est logique que Nico ait dit non au début et que maintenant elle dise oui. Enfin, tout est logique. Bon, voilà. C'est très très bien. Ok, ça marche. Voilà. Bon, on a fini avec nos 5 comics à emmener avec nous à lire et à relire. Dans un chalet ou sur une île déserte. Dans un chalet ou dans une île déserte. On espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des trucs et que vous avez envie de redécouvrir des trucs. Et on va conclure avec le truc habituel de qu'est-ce qu'on est en train de lire maintenant et qu'est-ce qu'on trouve cool maintenant. Alors, moi, je me suis remis à lire Saga. J'avais lu les 3 premiers tomes. Et j'avais laissé de côté, pas pour aucune raison en particulier, juste parce que parfois le vent nous emmène. Du coup, je me suis remis à lire Saga et j'ai lu les tomes 3 à 6, ce qui fait que du coup, je vais lire sans doute les autres dans 10 ans. Mais en tout cas, j'ai super adoré comme la première fois que j'ai découvert la série. C'est vachement bien. Voilà, je pense que plus ou moins tout le monde le sait. Hein. Ouais, non, Saga, c'est vraiment... Je suis pas en train de faire découvrir des trucs. D'un autre côté, j'ai cherché Omega l'inconnu. Je peux me reposer en disant que j'ai bien aimé Saga, hein, voilà. Et l'autre truc que j'ai lu récemment chez Marvel, c'est la série Champion, depuis qu'elle a été reprise par Jim Zub, celui entre autres qui écrit Avengers No Surrender. Il a repris la série. Je trouve que ces épisodes sont vachement bien. Il donne vraiment une vraie direction aux champions. C'est très cool, etc. Et surtout, il a écrit un épisode là récemment. Qui est en fait un épisode un peu one-shot, qui est pas vraiment dans la continuité directe des sagas qu'il est en train d'écrire, qui est en fait sur donc les champions, c'est les super-héros adolescents de chez Marvel. Horrible équipe. Non. Enfin, là, ce que t'aimes pas trop ce que tu lis de Mark Waid, mais... Non, de Mark Waid, c'est juste à chier. Oui, mais je vais zapper. Oui, mais t'aimes bien les personnages, donc de toute façon... En vrai, moi, il arrive à me faire détester les personnages. En tout cas, retente avec Jim Zub, tu verras, t'aimeras sans doute beaucoup plus. Et entre autres, cet épisode-là, en fait, je crois que c'est le 24, je vais dire une bêtise, donc voilà. C'est un épisode, en fait, sur les fusillades qu'il y a dans les lycées. Et en fait, il y a une fusillade dans le lycée de Miles Morales. Et en fait, c'est ce genre d'épisode où on laisse de côté vraiment tout le côté super-héroïque pour parler des humains derrière les masques. Et en une vingtaine de pages, c'est vraiment une histoire à la fois très dure, vachement bien écrite, avec des discours émouvants, sans solution facile. Ouais, j'ai eu des frissons en le lisant, et rien que pour ça, ouais, c'est assez mortel. C'est dingue quand tu sais ce que tu dis, quoi, quand les héros sont laissés de côté et que du coup tu retrouves ce qu'on voit dans l'actu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... Et pour le coup, en fait, on est avec les champions au moment où la fusillade a lieu, et Miles Morales, en fait, est pas dans le lycée. Du coup, il y retourne tout de suite parce qu'il a ses amis aussi qui sont là.
en général, les lecteurs de Champion ont lu un petit peu les aventures de Miles Morales en tant que Spider-Man. Donc on connaît le casting secondaire des Ah oui, donc personnages. tu te poses la question de ce que Gank est touché. Voilà, je vais rien dire, mais c'est vrai que Ouais, tu penses à ça, quoi. voilà, et du coup, il y a non seulement des conséquences directes, mais surtout indirectes, même sur les personnages, ce qu'ils ressentent et leur impuissance, et qui, pour le coup, est exactement la même que nous, etc. Et voilà, il y a des très beaux moments entre personnages. Enfin, non, c'est super bien. Ok. Cool. Moi, je suis en train de démarrer The Dark Phoenix Saga. Ah, trop bien. Tout à fait, parce que du coup, quand la bande-annonce est sortie il y a 2 semaines et que j'ai voulu décrypter ce trailer, bon ok Paula, je sais que tu voulais pas trop en parler dessus, mais l'histoire du Phénix est hyper compliquée. Non mais je... Non, Ouais. c'est une boule de feu qui arrive de l'espace et qui veut tout brûler. Oui, mais non, c'est même pas que ça. Non mais y a pas que ça. Non mais genre les résurrections, machin, genre le Phénix vient d'où et pourquoi il choisit Jane plus précisément, enfin Jean, enfin moi je trouvais ça hyper compliqué et Dieu sait que j'adorais le dessin animé qui passait sur F3X quand on était petit. Mais j'avais pas assez de souvenirs justement de cette saga, quoi, qui est quand même au cœur de toute l'histoire des X-Men. Hein, qui va poursuivre Jean Grey et toutes ses familles proches et descendants. C'est ça, mais parce qu'en fait le Phénix est lié à sa famille, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais, non. Ou en tout cas, on sait pas pourquoi le Phénix kiffe autant Oui, la famille voilà. Grey, mais Mais il y a la famille, mais, il y a la fin des Grey qui est juste sur Voilà. Rachel Grey. et Voilà. Rachel, et puis après il y a même Hope, alors Ah, enfin... il n'y a pas de lien direct, Il y a mais pas qui de est lien. quand Non, même... mais qui est... Ouais. Ouais. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant. J'aime beaucoup les dessins. Je trouve que c'est un peu difficile de rentrer dedans. Pareil, hein, ça parle beaucoup. C'est un peu... Clairement, en plus, dans le genre... Voilà, ça t'envoie, mais je trouve ça très intéressant et j'ai vraiment envie de continuer d'en savoir plus sur ce personnage, en fait. Qui est... En vrai, c'est assez charmé. J'aime pas dire qu'il y a un comics vieux qui est incontournable et qui est à lire et autres. C'est vraiment difficile de faire autrement pour la saga du Phénix. Moi, c'est pareil. Je sais que pour beaucoup de lecteurs, comme lire beaucoup de nouveaux lecteurs, lire des comics oldies, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Et du coup, c'est vrai que j'évite d'en conseiller, moi, perso, parce que je trouve que c'est souvent un peu Il y a une narration un peu particulière, Ouais, il y a des cases dans tous les sens, c'est c'est ça. long à lire, Je suis d'accord avec ça. Mais que ce soit, par exemple, le Daredevil de Frank Miller ou la Dark Phoenix saga de Claremont et Byrne. Ça c'est... En fait, c'est tellement bien dans le genre que tous les trucs qui peuvent gêner certains lecteurs pour le côté, pas. En fait, non, ça gêne pas parce que c'est tellement bien. C'est clair, hein, s'il y a vraiment 2 trucs anciens sur lesquels je veux bien lire, c'est Daredevil de Miller et ça. En fait, toute la période Claremont Byrne est vachement bien, c'est-à-dire il y a la Dark Phoenix saga, mais il y a aussi Days of Future Past, qui est en fait une saga en 2 épisodes. Ouais, c'est ça. Mais, tu vois, j'ai vraiment moins accroché. Ok, mais en tout cas, oui. Non, mais c'est pas horrible, mais autre. Il y a aussi à peu près à la même époque Dieu crée l'homme détruit. Alors ça, j'ai pas lu encore. Voilà, mais en tout cas, Claremont de cette époque, là, la fin des années 80, c'est milieu des années 80. Ouais, c'est c'est vraiment... C'est très très bien. Mais oui, et la Dark Phoenix saga. Ouais, non, ça c'est... Ouais. Tu commenceras pas les X-Men par ça, mais ça... Malheureusement, c'est vraiment un incontournable sur lequel... Malheureusement. Non, mais j'aime pas... Non, mais moi je suis pas trop sur les incontournables vieux non plus, mais celui-là en fait partie, ouais. Et moi, je lis 2 trucs en ce moment, et c'est 2 trucs pas Marvel. Parce que je m'en fous. D'accord, Marvel Planète. Alors, on avait dit avec Aurélien qu'on aimait bien David Lopez, et donc je vais parler... Je fais des cœurs avec les doigts. Voilà, on fait tous des cœurs avec les doigts pour Black Hand et Iron Head. En fait, c'est vachement bien. C'est la première fois qu'il se lance dans l'écriture du scénario, donc il fait et le scénario et le dessin. Okay. Il s'est mis sur Panel Syndicate, donc en fait c'est une plateforme en ligne où tu peux acheter des comics, quand tu es créateur tu peux les mettre et autres, et après chacun en fait achète au prix qu'il veut. Tu peux mettre 0 si tu veux, tu auras quand même le fichier, ou après tu peux mettre 5, moi à chaque fois j'ai mis 5 parce que ça me semblait normal.
Et parce qu'on aime beaucoup David Lopez, j'ai envie qu'il soit riche. Et en fait, c'est marrant de le voir, enfin de l'imaginer en train de faire sa narration, de créer son histoire. Et en fait, ça fonctionne vachement bien. Et ça, enfin vraiment, David Lopez est quelqu'un d'adorable et de parfait. Et ces personnages, en fait, tout bête, c'est aussi un peu de la diversité positive. Parce que déjà, ce sont 2 femmes et il y en a une qui est noire. Donc ça, tu vois, ça y joue, ça rajoute un peu de... Et l'autre qui est rousse. L'autre qui est rousse aussi. Non, mais en fait, c'est tout con, mais... T'en vois pas souvent, quoi. Enfin, Dans les comics, t'en vois quand même beaucoup plus que dans la vraie vie. C'est vrai. C'est vrai. Mais je sais pas, et en plus, ça fonctionne... Enfin, il aurait pu se planter, hein, c'est quand même la première fois et tout. Non, c'est vachement bien. Et c'est vachement bien. C'est vraiment vachement bien, c'est prenant. J'ai pas tout lu, il me reste encore le 4 et 5 à lire. Mais dès le premier, en fait, j'ai fait... Ok. En fait, j'ai envie de lire ça. Je vais pas juste lire parce que c'est lui. Non, en fait, j'ai envie de lire ça. Je trouve ça très cool. Au niveau langue, je crois que c'est présent en anglais, en espagnol. Alors, c'est présent en anglais et en espagnol. Ouais. Moi, je lis du coup en espagnol. Moi, je lis en anglais. Voilà. Ouais, en fait, sur Panel Syndicate, au minimum, tout sera en anglais. Enfin, l'anglais est obligatoire et après, tu fais dans la langue dans laquelle t'es. Et l'autre truc, alors là, c'est... Je vais dire allons-y, mais allons-y, mais sans trop savoir. En fait, c'est Blackburn qui vient de sortir. C'est par Sam Humphries et Jen Burtell. Et en fait, je lis juste parce que ce sont les dessins de Jen Burtell qui fait des covers magnifiques. C'est vrai. Tu sens que les intérieurs, ça prend un peu plus de temps, les moins à l'aise et autres, mais ça reste très beau et en fait, j'ai envie d'y aller. Donc, je pense que je vais juste lire parce que c'est très beau. Mais en soi, le premier numéro va pas une histoire dégueulasse en me disant ça va être chiant. Donc je suis un peu curieuse, mais en tout cas juste pour les dessins. Donc voilà. Ok, c'est noté. Et ben c'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Voilà, merci d'avoir survécu jusqu'au bout de cet épisode 6 de Corpstock et on vous dit à très bientôt et merci à vous deux d'avoir participé. Merci.